putain. Tout ça. Ça réveille, hein, ça. Voilà, tout de suite, regarde-moi ça. Toujours le même, hein. Vous remarquerez, messieurs. Ouais, putain, Toujours je le suis même. choqué, moi, je suis choqué. Moi aussi j'avais compris comme ça, tu vois. Je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive. Ouais, c'est. Merci pour les photos, Hakim. Je t'en prie. La classe. Là, tu poses, mon pote. Hein. Ah, mais ça c'est. Ça sent le naturel. Les jeunes d'aujourd'hui, Ah, ils c'est sont cher. faits pour ça. On dirait qu'il a 40 ans, le mec. Pas. Qu'est-ce que t'as posé de Enfin, sur toi, parce que comme c'est fini. Putain, mais tu sais, franchement, je te connaissais pas. Partagé, j'ai 40 ans, je Ouais. fais moi aussi. T'as vu? Ça l'a fait rire. Comme quoi, tu fais quoi? Tu manges quoi le soir? Hein? Bah, j'essaye, Tu les fais frapper le petit jeune. Il paraît, ouais. Et quand t'es avec ton fils, genre, les gens, ils. Ah, je pense que c'est son frère. Il avait motivé, c'est ton grand-frère. Ça va? Ouais, ouais, c'est mon frère. Putain, j'aimerais bien vieillir comme toi. Ah, ça faut venir à Paris. Allez, je suis bien avec son Provence. Ouais, mais tu seras ridé dans quelques années, en fait. Ah, j'espère bien. Putain, Patrick, c'est le président des États-Unis de Trump et tout. Quoi. les Trump. Tu Faut pas nous tromper. Tu veux pas les tromper, non? Tu sais qu'il y avait le parti, quand on était aux États-Unis, il y avait le parti officiel de Donald Trump. Hein? Et en plus, il nous a pété le. Mais il c'était nous a que des pété films, le- Il a fait exprès. Ça marche plus. Il nous a pété le truc. Bah non, pourquoi? Ah, c'est bon. Parce que ça marche plus. Ah, mais les jeunes d'aujourd'hui, pas Ah, de ça marche pas, pourquoi j'ai rien fait? Aucun signal, bon, ok. T'as mis le HDMI? Là, Non, mais j'ai il est où, essayé déjà, d'acheter un il était mini. Non, mais ça merdait HDMI. Hein. C'est pour ça, moi j'ai Ah mis oui, c'est VG, ça marche. c'est Daily. Bah, je suis là, je suis sur VG1. peut-être ton Alors, PC. c'est mon PC qui est bon à C'est pas acheter. du Dell, donc ouais. Oh là là, Oh comment là il nous la là. joue. Comment tu parles? J'étais obligé. Il était obligé, il était payé, c'était le quart d'heure d'aide. Déjà, si on le met en duplicate, peut-être. Ah, voilà, c'est là. Ça va peut-être aider. Hein. Ah là, Ah bah voilà. voilà. T'as vu le Bon. en plein écran? Ouais, c'est bizarre, alors comment non? Ouais, ça c'est. C'est la classe ou pas, hein? Voilà, ça, je t'expliquerai. Tu viens. Ouais, tu pourras m'apprendre s'il te plaît? Ça, après les 40 ans d'expérience. Voilà. Voilà. Ah, moi ça a pas marché. Bon, en tout cas, le menu, j'aimerais bien qu'il disparaisse. Le menu. C'est bizarre. Ah, elle a disparu. Ouais, Elle a ça y est. disparu. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Je mets mon petit pointeur et puis ça devrait le faire. Il t'a pas lancé l'enregistrement, c'est bon, c'est déjà. C'est bon, c'est passé. Ah, faut qu'on arrête de me dire des conneries. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Donc, dans cette session qui s'appelle Que la force du cloud soit avec vos applications, nous allons parler un peu. Mohamed, déjà, reste pas là. Donc, moi, Alex Salam, moi je travaille chez Dell EMC depuis à peu près 6 ans maintenant. J'ai un rôle de Senior Solution Architect. Je m'occupe principalement de tout ce qui est technologie Microsoft, avec on va dire des objectifs plus pour ce qu'ils appellent chez Dell, de l'idée toutes les nouvelles technologies, dès qu'une nouvelle technologie arrive de chez Microsoft, d'évangéliser les commerciaux et de pousser la technologie et d'aider les personnes qui délivrent les projets pour pouvoir mener à bien cette partie-là. Sinon, j'ai un blog, je suis certifié, j'ai un Twitter, un peu comme tout le monde, je pense, ici. Voilà. Donc moi, je me suis présenté ce matin, donc très rapidement, vous retrouverez mon blog et mon Twitter sur ce slide. Donc l'idée, c'était de revenir un peu sur les bases de Office 365 et de voir comment on peut le connecter avec les applications métiers. Donc Office 365, tout le monde le sait, c'est un service Microsoft dans le cloud qui va vous fournir un ensemble de fonctionnalités basées historiquement sur Exchange, SharePoint et Lync, mais depuis très enrichi, notamment par l'achat dont on a parlé de Yammer, mais aussi de plein d'autres services qu'on oublie parfois, Office Online, Power BI, Sway, etc. Ça va nous permettre de donner des fonctionnalités à nos utilisateurs qui vont avoir accès bien sûr à une messagerie instantanée, à un espace de partage pour les documents par exemple dans des espaces SharePoint, etc. Et tout ça va être accessible à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'utilisateur, lui, à partir de son PC, va se connecter sur ce service via Internet et il va avoir accès à ces services qui va lui permettre déjà de travailler lui en tant qu'utilisateur et surtout d'échanger avec ses collègues en mode collaboratif puisque la plupart des outils sont liés à la collaboration dans l'entreprise. Il ne faut
jamais oublier qu'on accède à tout ça essentiellement par le navigateur. Donc aujourd'hui, Microsoft a fait de gros efforts en termes de supportabilité des différentes versions de navigateurs. Donc au-delà des navigateurs Microsoft, donc Internet Explorer et Edge, Microsoft supporte largement donc les dernières versions de Chrome, de Firefox et de Safari sur Mac. On peut aussi accéder à toute cette gamme de services et aux données qui sont stockées dans Office 365 via les applications classiques Office, donc Word, Excel, PowerPoint, qui sont intégrées directement avec les services, que ce soit pour stocker les fichiers dans WebDrive ou dans SharePoint, par exemple. Alors, un des gros intérêts de toute cette infrastructure, c'est que, en fait, comme c'est un service dans l'Internet, bien sûr, vous pouvez accéder à ces fonctionnalités, même si vous n'êtes pas dans votre entreprise. Donc, il suffit d'avoir un accès Internet et un utilisateur, par exemple, qui est en déplacement chez son client ou de chez lui, peut évidemment accéder au même service sur différents devices. On a parlé, sur la première partie du schéma, on a plutôt un PC, mais évidemment, on peut accéder maintenant de plus en plus via des tablettes, via des mobiles, à ces applications. Gros avantage aussi, intérêt d'Office 365, qui est une des raisons de son succès, c'est qu'on peut ouvrir toute ou partie de ces espaces vers l'extérieur. Ce que j'ai appelé ici sur le slide des partenaires externes, évidemment, ça peut être des fournisseurs, des clients, des consultants externes qui travaillent dans les environnements. On peut leur ouvrir des espaces, leur donner le droit plus ou moins large d'accès à ces environnements. Ne jamais oublier aussi quelques basiques. Donc, on a vu apparaître en haut l'icône d'Azure AD, qui est le service qui va gérer, qui est dans Azure, mais qui est couplé à Office 365, qui va gérer tout ce qui est authentification, gestion des utilisateurs, et maintenant aussi des groupes, puisque les groupes sont aussi stockés dans Azure AD. Donc ça, c'est un petit récapitulatif des services versus le type de fonctionnalités qu'ils apportent. Alors une autre version, une autre façon de voir le système Office 365, c'est de prendre la liste de tous les services, qui est aujourd'hui assez riche, et de se dire comment j'essaye d'organiser ça pour bien comprendre comment ça marche. Donc une représentation intéressante, c'est la pyramide de Maslow d'Office 365, qui va nous permettre en fait de définir les services et de les positionner suivant un niveau de complexité et d'accessibilité. Donc plus les services sont bas, plus ils sont, je dirais, indispensables et ils servent un peu de couche de base que tous les utilisateurs vont avoir. Donc typiquement, on va retrouver la messagerie, le calendrier, les contacts, les versions de Office Online, le OneDrive aussi, qui est mon espace, je dirais, par défaut dans Office 365 pour stocker mes fichiers. Donc ça, tout ça, c'est la couche de base de fonctionnalités, de services auxquels je vais avoir accès dans Office 365. Si je zoome un peu, donc je vois quelques détails, je peux aussi passer un petit peu à la couche supérieure. La couche supérieure, ça va être des services qui sont à vocation grand public, très large. Donc ça peut être du Skype for Business, ça peut être du SharePoint pour créer des sites, du Dev, mais qui reste quand même aujourd'hui un petit peu, je dirais, mystérieux pour la plupart des utilisateurs. Autant on peut admettre qu'un utilisateur n'a pas besoin de formation pour accéder à une messagerie, autant pour par exemple, des sites SharePoint un peu compliqués ou une arborescence SharePoint un peu complexe, pour Dev, il va falloir leur expliquer un petit peu, leur faire des tutos, etc. Leur expliquer un peu tout ça, comment ça marche et comment c'est conçu pour l'entreprise. Si on va plus loin, la couche supérieure, c'est un ensemble d'applications pour utilisateurs avancés. Donc cette année, Microsoft nous a gâtés dans ce domaine-là, puisqu'on a eu l'apparition de Flow et de Power Apps, qui sont des applications qui permettent d'ajouter de l'automatisme dans Office 365 et qui fournissent des fonctionnalités quand même très avancées, donc qui sont destinées à des utilisateurs avancés. C'est pas pour tout le monde, mais qui évite pour un certain cas de figure de passer par du développement. Alors le développement, ça reste, je dirais, le seul moyen incontournable de faire un certain nombre d'enrichissements dans Office 365, et c'est pour ça que Mohamed va nous détailler tout ça. Donc dans Office 365, il y a un incontournable si on fait du dev, c'est on va s'appuyer sur le graphe. Pour finir, la slide que j'ai montrée ce matin, une version très simple des fonctionnalités d'Office 365, une couche d'outils pour les utilisateurs finaux, une couche d'outils pour les utilisateurs avancés, et la couche
ultime, j'ai envie de dire, pour les développeurs qui peuvent s'appuyer sur le graphe pour étendre les fonctionnalités. Donc ça, c'est une autre façon, on va passer assez vite. Juste un petit focus pour finir sur la partie licensing, puisqu'en fait, on ne peut accéder à un certain nombre de fonctionnalités qu'en fonction du niveau de licence auquel on a accès. C'est assez simple, malgré la richesse du tableau, c'est assez simple à comprendre. Il y a une frontière entre les environnements qui peuvent aller jusqu'à 300 utilisateurs à gauche et ceux qui peuvent aller, qui n'ont pas de limitation au nombre d'utilisateurs. Il faut déjà se positionner d'un côté ou de l'autre, sachant que maintenant il est possible si on a une entreprise qui passe de 250 à 350 utilisateurs, on peut changer la facturation, le mode de facturation, ce qui n'était pas le cas pendant un moment. Et après, en fait, il y a savoir si vous intégrez des licences Office client. Donc là, Office Business Essential et Office 365 E1, on n'a pas de licence pour les Office clients. Et après, c'est évidemment un peu plus on avance en fonctionnalité, plus le prix est cher et réciproquement. Voilà, donc un point essentiel, c'est comment on connecte tout ça à vos applications métiers. Et c'est là où Mohamed prend la main. Merci beaucoup, Patrick. Je te redonne le GR. Tout à fait. Ouais, je sais pas, celui-là c'est ce qui fonctionne. Donc pour débuter, en fait, pour interconnecter en fait, tout ce qu'a présenté Patrick aujourd'hui en termes de services, et on voit qu'il y a énormément de services sur Office 365. Il y a des services qui sont classiques comme SharePoint, Exchange et Skype, mais on voit aussi un certain nombre de services qui se rajoutent, qui sont un peu plus transverses, ou des choses qui vont regrouper ces services-là et permettre à l'utilisateur de mieux les consommer. Un pendant qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toute cette partie-là, c'est la partie cloud qu'offre Microsoft en termes de services. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les entreprises ont leurs applications métiers, ont un ensemble d'outils qu'ils fournissent à leurs utilisateurs, et il faut pouvoir continuer à maintenir ça et faire en sorte que cet écosystème d'applications puisse continuer à vivre et à utiliser ces nouveaux services-là. Beaucoup de projets arrivent, et vous le savez, c'est les projets de migration des file systems classiques, donc des fichiers, etc., répertoires qu'on avait classiquement rattachés à nos machines, et on a des projets qui migrent vers Office 365 pour utiliser par exemple SharePoint à la place, qui est un nouveau modèle pour pouvoir partager, stocker, et comme dans la session précédente, comment sécuriser l'information. Il y a aussi la partie Exchange, aussi avec des migrations vers Exchange Online, pour pouvoir bénéficier d'une plateforme sans coût d'administration ou quoi aux caisses. Et aujourd'hui, les quelques questions à se poser avant de pouvoir intégrer l'ensemble de ces services sur nos applications métiers, et ça, c'est des questions qu'on s'est posées réellement sur un retour d'expérience chez un client. Donc c'est pas non plus qu'un lab ou quoi aux caisses, c'est vraiment un vrai retour. Et quand je suis arrivé chez le client, il m'a dit ok, Office 365 c'est génial, mais comment aujourd'hui, moi, je fournis des outils d'expertise comptable, je fournis un outil d'analyse financière, comment je peux intégrer Office 365 vu que maintenant, aujourd'hui, j'utilise déjà SharePoint on-premise. La question qui s'est posée, c'est qu'aujourd'hui, on arrivait à des limites où il y avait 90 000 collections de sites sur un SharePoint, où on avait 500 bases de contenu, il fallait maintenir tout ça, mettre en œuvre, etc. Déjà, Office 365 permettait de passer ces limites-là et de ne plus avoir à gérer l'ensemble des services. Et donc, la première question à se poser, c'est quels sont les cas d'utilisation qu'on veut implémenter? Parce que c'est très bien d'avoir un ensemble de services, mais plutôt la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut récupérer d'Office 365, qu'est-ce qu'on veut utiliser, comment on veut l'utiliser, et comment on va l'intégrer au mieux dans une application métier. Ça, c'est la première, et on a pu travailler là-dessus sur une expression de besoin, voir un peu les usages qu'on avait déjà dans l'application actuelle, et comment on allait profiter d'Office 365 pour résoudre, accélérer et améliorer l'application. La deuxième question, c'est quel service d'Office 365 on veut intégrer dans notre application. Donc là, il va falloir
la première chose qui nous venait naturellement, c'est qu'on utilisait du SharePoint on-premise. Bon, on va déjà commencer par utiliser le SharePoint online, voir comment il se comporte. C'est à peu près les mêmes fonctionnements. Si on regarde aujourd'hui SharePoint 2016 et SharePoint Online, il y a des différences de fonctionnalités, mais on a à peu près les mêmes interfaces, on a à peu près les mêmes usages. Donc on a pu partir sur ce premier pendant-là. Deuxième élément, c'est quel type d'application on a, ou quel type d'application on veut créer. Est-ce qu'on veut créer une application native, on veut créer une application mobile, desktop, parce que tout ça, ça va influer sur la façon dont on va développer, de la façon dont on va intégrer les éléments. Et en dessous, la partie web app ou web API, etc. Avant-dernière question, est-ce que mon application sera multitenante? La question à se poser aujourd'hui, c'est, le client se pose, est-ce qu'il a qu'un tenant? S'il a qu'un tenant, bah, c'est une application monotenant, il n'y a pas de souci, on interconnecte un tenant. Aujourd'hui, le client il s'est dit, pourquoi je ne proposerais pas un tenant par client end-user qu'il a, pour pouvoir leur proposer un ensemble de services packagés, mais qui leur soit destiné à eux et pas aux autres clients, pas de mutualisation, avoir leur propre espace. Et donc du coup, se pose la question de comment faire en sorte que mon application puisse consommer du service Office 365, mais sur un ensemble de tenants et non pas que sur un tenant. Et le dernier point, c'est le langage de programmation, parce que le langage de programmation va déterminer quels sont les frameworks, quels sont les accélérateurs qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir développer cette application. Les quelques prérequis. Donc le premier prérequis, il est très simple, il faut avoir un tenant Office 365. Il faut avoir configuré les services souhaités, il faut pouvoir avoir créé ses comptes, définir quel compte on veut utiliser. Une application, on va dire qu'elle a plusieurs usages et elle a plusieurs façons de gérer ces comptes-là. Un exemple typique, vous pourrez vous dire, oui, c'est l'utilisateur qui se connecte à l'application et c'est lui qui va utiliser au travers de son compte. Mais il peut y avoir certains cas d'utilisation où c'est l'application elle-même qui va opérer pour l'utilisateur. Par exemple, tout ce qui est tâches planifiées, tout ce qui est en background, etc. Surtout sur des applications comptables où par exemple vous avez un moteur qui va faire des calculs pour pouvoir calculer par exemple la balance, calculer le compte de résultat ou quoi aux caisses. Et donc il y a ces opérations-là qui peuvent être faites en background. Dernier élément, vous pouvez utiliser, et je pense que mes collègues ici l'ont très bien expliqué, de pouvoir faire de la synchronisation d'un AD, synchroniser les comptes, ne pas avoir à les créer directement sur Office 365. Et là, vous opérez par une synchronisation avec AD Connect et vous utilisez un ADFS pour interconnecter tout ça. Deuxième pendant, c'est la partie tenant Azure. Il va falloir un tenant Azure pour pouvoir déclarer votre application, parce que pour pouvoir bénéficier des services Office 365, il faut pouvoir interconnecter tout ça et il faut un système d'authentification clair et défini avec des permissions. Donc ça a été présenté ce matin dans une session sur Graph. Donc je pense que c'était très bien parce que ça a permis de donner déjà un premier pendant là-dessus. Et on va aller un peu plus loin parce qu'il y a les graphes API qui sont utilisés, on va dire, il l'a présenté ce matin sur un ensemble de services, mais aujourd'hui Graph ne couvre pas tous les scénarios et tous les cas d'usage qu'on peut avoir avec Office 365. Et surtout, il l'a dit ce matin, c'est la partie la plus importante, c'est SharePoint Online. Vu qu'il y a plus de 1000 API, aujourd'hui Graph n'en implémente que 2, il implémente les listes et les librairies. Donc il y a un certain nombre qui manquent. Et, donc il va falloir pouvoir les implémenter. La partie Azure AD API nous sert pour pouvoir faire le consentement. Donc le consentement c'est hyper important parce que dans le monde mobile, vous le connaissez, vous l'utilisez, mais forcément sur Office 365, vous allez passer outre, vous allez cliquer, vous n'allez peut-être pas avoir la réflexion de vous dire qu'est-ce qui se passe. Quand vous installez une application mobile sur votre téléphone, l'application mobile vous demande de pouvoir lui donner les permissions et les droits, de consulter vos contacts, de consulter un certain nombre d'informations sur votre téléphone. Microsoft utilise le même procédé qui s'appelle l'OAuth et donc demande le consentement pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ces permissions-là, vous allez voir par la suite, on le détaillera, je vous montrerai comment définir ces permissions et demander à l'utilisateur son consentement. Et la dernière chose, c'est l'utilisation de Visual Studio, mais vous pouvez utiliser un autre éditeur. Aujourd'hui, il y a Visual Studio Code qui est gratuit, il y a Visual Studio payant, chacun a ses avantages et ses inconvénients, donc à vous de voir en fonction, l'IDE c'est chacun, c'est comme les goûts et les couleurs, on ne les partage pas. Donc après on parlait, donc, sur Visual Studio ou sur n'importe quel autre IDE, il faudra ajouter des nuggets, c'est les NPM aujourd'hui, et vous avez un certain nombre d'NPM à ajouter qui vous permettent de développer, c'est des frameworks ou des DLL qui vous permettent d'accélérer vos développements. Il y a Adal, JSON.NET parce qu'on pratique. Le format d'échange entre Office 365 et votre application, c'est que du JSON. Et le JSON, vous avez déjà vu, vous n'avez peut-être pas associé le nom à ce que vous avez vu, mais c'est typiquement, c'est le futur du XML, c'est une façon de pouvoir décrire les données quand elles sont récupérées.
c'est plus intuitif, c'est un modèle objet, je pense que c'est le standard de maintenant. Et ben, le framework habituel de SharePoint pour pouvoir attaquer SharePoint Online à distance, qui est la partie CSE. On va parler, je vais faire un petit focus sur la partie ADAL, parce que c'est hyper important. Avant de pouvoir développer une application ou avant de pouvoir se poser des questions après qu'on ait défini les cas d'utilisation, mais avant de pouvoir commencer à faire des lignes de commande, il faut pouvoir comprendre comment Microsoft authentifie une application métier avec ses services dans le cloud. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai vu beaucoup de développeurs commencer à développer une application, commencer à travailler dessus et n'ont pas réfléchi à cette partie-là, et ils se retrouvent avec une application où on ne sait pas authentifier un utilisateur, où on ne permet pas à l'utilisateur de s'authentifier. C'est une application qui, même si c'est la meilleure du monde, on ne la sécurise pas, on ne met pas en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les services dans le cadre des prérequis Microsoft. Donc Microsoft a fourni une librairie qui s'appelle ADAL, qui permet en fait très simplement d'avoir une couche d'abstraction très simple, en quelques lignes de code, de pouvoir s'authentifier à un service Office 365, SharePoint ou autre ou Graph. Il est disponible en .NET, il est disponible sur la partie Windows Store, sur les applications Windows Store, sur iOS, Android, Node.js, TypeScript, ce que vous voulez. Il est open source, donc si vous n'aimez pas comment Microsoft l'a implémenté, vous pouvez le modifier. Et surtout, il y a des fonctionnalités avancées, c'est le cache, le refresh token auto. C'est hyper important ça, parce qu'un utilisateur qui s'authentifie une première fois, ben, il a un token qui va durer 1 heure. Au moment où il va revenir sur l'application, habituellement, on lui redemande toujours de se réauthentifier. Si avant la fin de cette heure, il a rafraîchi la page, c'est le cache et le refresh token qui vient récupérer l'élément. Et ça lui permet aussi de basculer d'une application à une autre ou d'un service Office 365 à une autre sans se réauthentifier. Et ça, c'est hyper important. Et la partie support utilisateur, c'est qu'on peut aujourd'hui avoir un utilisateur qui est connecté sur une application et pouvoir impersonnaliser un autre compte derrière et pouvoir faire d'autres actions, ce qui n'était pas possible avant. Donc il y a un petit graphe sympa qui a été donné par le Product Manager de Microsoft sur la partie ADAL. C'est un schéma qui vous donne une première vue de comment ça se passe en fait. Tout bonnement, vous avez votre application qui est ici. Elle va appeler un service Office 365, peu importe lequel, imaginons SharePoint. Ils vont être automatiquement redirigés vers le Azure AD, qui va fournir la page d'authentification que vous connaissez tous, où vous rentrez votre login, mot de passe. Ça, c'est automatique, comme l'a dit ce matin l'autre consultant. Il n'y a pas besoin de développer quoi que ce soit, c'est out of box. La personne rentre ses credentials, donc login, password. Elle s'authentifie auprès de l'Azure AD. L'Azure AD lui fournit un token. Ce token va être pris et on va pouvoir le mettre à l'intérieur de toutes les requêtes qu'on fait vers Office 365, vers n'importe quel service. Et on va pouvoir récupérer les informations en fonction des permissions qu'on a demandées au départ. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas demandé les permissions spécifiques, si vous n'avez pas déclaré votre application avec les permissions que vous souhaitez, vous ne pourrez pas accéder au service ou vous ne pourrez pas accéder de la façon dont vous voulez au service. Un exemple, là j'ai mis Have full control of all site collection. Ça me permet de pouvoir créer des collections de sites, ça me permet de pouvoir appliquer des droits, ça me permet de faire beaucoup de choses. Mais j'aurais pu mettre juste accéder en lecture sur une collection de sites, etc. Je vais vous montrer après dans la démo les différents niveaux de permission qu'on a et comment on peut faire cela. Et donc du coup, quand on a appliqué ça, à la première connexion, il va vous demander le consentement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le consentement, c'est juste le fait de pouvoir dire j'accepte que l'application, en mon nom, effectue ces actions-là sur mon tenant Office 365 et sur le service, par exemple, le SharePoint. Donc, je vais terminer sur la partie, sur une démo et un retour d'expérience. Le projet que j'ai effectué, c'est pour la société Loop Software, qui était en fait on va dire, KPMG Technology Services. Je ne sais pas si vous connaissez le KPMG, c'est un des cabinets leaders au monde sur la partie audit et expertise comptable. J'ai travaillé sur la partie plus expertise comptable en fait. J'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Christian Taltas, qui
qui est fondateur de Loop Software et qui a créé un logiciel qui permet en fait de fournir de la comptabilité et de l'expertise comptable pour ses clients. Mais derrière, a eu l'idée de dire pourquoi on ne rendrait pas la comptabilité un peu plus collaborative? Pourquoi on n'ajouterait pas des outils pour pouvoir partager les documents avec ses clients, partager les documents en interne entre les collaborateurs et les experts comptables, etc. Et rendre ça, on va dire, un peu plus intuitif et intégré dans une application métier. Et c'est le challenge qu'on avait, et tout ça sur une application hébergée sur Azure et interconnectée à Office 365 en multitenant. Donc hop, je vais vous faire la démo. Je vais pouvoir vous montrer. Alors pour faire la démo, je pense que le plus simple c'est de se mettre là. Vous puissiez voir. Attention, il y a le branché. Yep. Oui. Ah, je pensais que t'es... Vous me dites si vous voyez bien. Nickel. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on va pouvoir déclarer une application. Donc, parce que c'est la partie que je vous ai dit tout à l'heure avec les consentements, etc. Là, j'ai déclaré un nouvel AD, en fait, un nouvel Azure AD qui s'appelle AOS Dell EMC. Dans cet AOS Dell EMC, j'ai un bouton ici application. Hop. Je vais pouvoir ajouter une application, d'accord? Au moment où je lui donne un nom, je peux l'appeler AOS Demo. Hop. Je vais pouvoir dire si c'est une application web ou une application native. C'est important ici de savoir la différence parce que une application web, elle n'est pas multitenant par défaut. Il faudra le déclarer pour qu'elle soit multitenant. Et elle a une autre particularité, c'est qu'elle ne pourra pas s'authentifier. Vous ne pourrez pas authentifier l'utilisateur en login password. Donc tous les cas d'usage où vous avez par exemple un process en background ou une tâche planifiée derrière, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra obligatoirement que quelqu'un s'authentifie à l'application. Donc ça c'est hyper important parce que en termes de retour d'expérience, on a commencé là-dessus, on a voulu se loguer en login password, ça a été très compliqué. Et là, du coup, si, par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure, avec le couplage avec RMS, c'est-à-dire que si tu crées donc un utilisateur qui est RMS aware justement, tout à fait, oui. il va pouvoir donc consommer de l'information chiffrée et déchiffrée avec sa clé, etc. avec ce compte-là, du coup, tout à fait. l'application. Complètement, tout à fait. Et c'était complètement les questions qu'on s'est Parce posées. que là, du coup, tu peux proposer donc de l'application, elle va pouvoir, par exemple, consommer des informations chiffrées par le biais justement de cet utilisateur-là, qui est dans Office 365. Complètement, ça pourrait être la prochaine étape pour pouvoir sécuriser l'information qui transite entre les collaborateurs, donc les experts comptables et leurs clients. Donc, si on crée par exemple une application web, hop, je lui donne un nom, il me faut une URL de connexion, c'est l'URL à laquelle l'application est accessible, d'accord? Donc là, je lui donne AOS Demo, hop, et je vais mettre .fr, il n'est pas regardant, quoique je pense que ça existe déjà, on va rajouter l'île, parce qu'elle existe là. Non, c'est normalement, non, c'est un HTTPS. Il faut peut-être mettre juste. Non, c'est une URL. Tu dis quoi dans le message? De l'appartenant à l'organisation. Apparemment, il écrit. Non, j'ai déclaré. Sinon, J'ai tu déjà pour déclaré. quelque chose dans l'organisation. Non, moi j'ai déclaré tout à l'heure des applications, j'ai pas eu ce souci-là. Ça c'est bizarre. Je vais essayer de revoir le truc. Ah, c'est parce qu'en fait, Ouais, non, je sais t'as paumé le réseau. Non, je sais pas, ouais, j'ai paumé le réseau en fait. C'est, Ouais, c'est le Wi-Fi qui est parti, hop. Alors, pour avoir le Wi-Fi, ça va être quelque chose. Je redéclare. Excusez-moi pour ce contretemps. On a tout l'après-midi. C'est l'effet penalty, ça. Non, surtout l'effet de la connexion qui, en fait, elle expire au bout de 4 minutes. Donc, c'est un peu la galère. Si vous avez envie, hop. Donc là, c'est bon, logiquement. Et si je repars là-dessus, je fais 5. Voilà. On va pouvoir reprendre la démo. Donc, hop, il va me recharger les.
c'est une application web que j'ai déclarée, il y a une URL de connexion. D'accord. Vous avez ici application mutualisée, c'est très mal traduit en français. En fait, en anglais, c'est est-ce que votre application est multitenant ou pas. Donc application mutualisée. Si vous mettez oui, automatiquement, vous allez pouvoir utiliser, normalement, quand vous faites une requête pour vous loguer, vous devez spécifier l'ID du tenant ou le nom du tenant. Par exemple, dans mon cas, ça serait Mohamed Aïd Salah hotmail.onmicrosoft.com. Ben, quand vous êtes en multitenant, vous avez juste à mettre common, C-O-2-M-O-N, et vous le voyez quand vous vous authentifiez par exemple avec votre compte live ou autre, Microsoft utilise ce tag common qui lui permet d'authentifier n'importe qui sur n'importe quel tenant en fonction des permissions que vous avez. Donc si vous la mettez en multitenant, vous avez juste à cocher oui là-dessus et vous utilisez la partie, ce mot-clé common. L'ID client, c'est votre client ID, c'est ce qui va identifier votre application auprès d'Office 365. C'est très important de l'avoir et de la garder et de l'utiliser à chaque fois pour pouvoir s'authentifier. Celle-ci, affectation de l'utilisateur requise pour accéder à l'application, c'est qu'au niveau d'Azure AD, vous pouvez créer des users et vous devez spécifier que cette application ne sera accessible que par ces utilisateurs-là et pas d'autres utilisateurs. Et là, c'est le plus important, c'est la secret key. Il faut faire très attention parce que c'est au moment où vous la générez ici et au moment où vous sauvegardez qu'elle va apparaître, il faudra la copier. Ou sinon, vous serez obligé de régénérer une deuxième clé. Et si vous perdez cette clé, ça peut être un peu catastrophique parce que c'est cette clé-là qui permet d'authentifier dans des scénarios où vous avez envie d'utiliser un utilisateur. Vous n'avez pas envie d'utiliser un utilisateur, mais vous avez plutôt envie d'utiliser l'appli en tant qu'utilisateur authentifié auprès du tenant. Parce que vous allez voir qu'en bas dans les permissions, il y a deux types de permissions. Il y a les permissions de l'application et les permissions en délégation d'utilisateur. Donc si on descend, ici les URL de réponse, vous pouvez très facilement mettre l'URL de votre application en production, mais aussi l'URL de vos applications en pré-prod, en prod, en lab, en test, etc. Et utiliser la même clé. C'est pas très recommandé, vous mieux créer 3 déclarations d'application et avoir sa propre URL de redirection. Mais Microsoft l'a prévu et c'est limité, j'ai testé, c'est limité à 10 URL de redirection. Et là, le plus important, c'est les autorisations pour pouvoir accéder aux API et aux autres applications. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Ajouter. Vous allez voir que vous avez les applications Microsoft. Hop. Donc, logiquement. Il faut cliquer, je crois, sur le bouton droit. Voilà. J'y arrive toujours pas à gérer ça aussi. Ouais, il y a quelques dysfonctionnements. Et ça prend un peu de temps. Il faut le temps que ça charge. Bon, je pense que j'ai encore perdu le wifi. Je pense que la Parce que je connexion le vois est derrière. On va faire plus simple. Excusez-moi. Parce que j'ai l'impression que le wifi ne fonctionne pas très bien. Je vais utiliser le partage de connexion. C'est la première, il fallait que ça arrive. On ne peut pas utiliser le nouveau portail pour ça? Encore? On peut utiliser le nouveau portail, mais comme l'a indiqué ce matin, j'ai oublié son nom, excusez-moi, la personne qui a fait la présentation graph, Rick Van Rossum. Rick Van Rossum, c'est que le nouveau portail en fait a quelques bugs aujourd'hui et ne permet pas de pouvoir faire certaines choses. Et j'ai pu déclarer certaines applications, mais j'ai eu quelques dysfonctionnements. Donc tu verras que la plupart utilisent toujours l'ancien portail pour pouvoir déclarer leur application. Et là pour la production, c'est ce qu'on a fait et il y avait Microsoft avec nous et c'est ce qu'on a utilisé en fait. Mais en fait, ils l'ont intégré qu'il n'y a pas longtemps en fait, la partie Azure AD dans le nouveau portail. Ah oui, ça oui. La partie V2, Ouais, oui. ouais, tout à fait. Azure AD, c'est pas grave. Je vais connecter. Ça va être mieux, je pense. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je recharge. C'est génial. Ah bah là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de wifi comme ici. Enfin, qui marche très mal. Non, c'est la French Tech. Hein. Ah, C'est la French Tech ici. même le. Comment ça s'appelle? Même la 3G ou 4G. La 5G. 5G chez Active. Non, même pas. Donc en attendant que ça charge, donc ce que j'allais vous présenter, c'était les permissions. On va pouvoir ajouter en fait, ici vous avez l'ensemble des applications, normalement ça arrive directement. Vous retrouvez Graph ici, et il vous dit combien il y a de permissions sur la partie application et combien d'autorisations sur la partie déléguée à l'utilisateur. Et par défaut, vous ne voyez pas SharePoint, en fait, il faut hop, toutes les applications, taper SharePoint. C'était vrai là, juste un temps. Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. Hop.
censé afficher Office 365 sur SharePoint Online. C'est pas grave, je vais vous montrer par exemple sur la partie graph, si elle est présente. En fait, quand vous ajoutez la partie graph, vous avez un certain nombre de permissions ici, et vous allez pouvoir définir ce que vous avez besoin. Il faut faire très attention parce que nous, on a eu un problème, c'est que le RSSI n'est pas très, on va dire, il collabore pas assez là-dessus pour pouvoir donner des full access ou des full droits sur certains trucs. Il faut pouvoir aller voir, il y a tout un tutoriel sur les documentations Azure qui vous donne pour chaque permission ce que vous pouvez faire. Et il faut faire attention, l'intitulé des fois ne veut pas dire, ne donne pas le sens qu'il a envie de donner en fait. Très simplement, par exemple, s'il vous donne full control sur les collections de sites, ça veut dire que vous avez aussi le droit de créer les collections de sites. Et on peut se dire non, parce que avoir full control, c'est peut-être avoir full control juste sur le contenu, sur les droits, etc. Mais ça vous donne aussi le droit de créer des collections de sites. Donc il faut aller comparer, il y a un tableau qui vous donne un peu ces permissions-là. Et quand vous avez défini toutes ces permissions, par la suite, il faut faire le consentement. Et pour pouvoir faire le consentement, soit vous le faites par utilisateur, ça veut dire que chaque utilisateur va venir et va consentir. Donc ça, c'est un peu laborieux. Et en fait, Microsoft a mis en place une solution, c'est qu'un administrateur de tenant, donc le compagnie administrateur, peut faire le consentement et le fera pour tous les autres utilisateurs. Et c'est ce qu'on appelle un admin consent, et ça permet de pouvoir donner un consentement pour tous les utilisateurs par la suite, et ils n'auront plus besoin de consentir, ils utiliseront directement l'application. Hop, maintenant je vais vous montrer l'application en elle-même. Vous voyez, donc j'ai appelé l'application du client, automatiquement ça m'a redirigé vers l'Azure AD pour m'authentifier. Donc on retrouve ici, vous le voyez, le client ID de l'application, d'accord? On retrouve ce qu'on veut comme token, donc l'application elle veut un ID token, donc c'est l'access token en lui-même, et il y a la façon dont elle va répondre, et elle va répondre à, c'était l'URL de reply qu'on a vu tout à l'heure dans le formulaire, et mon client a développé son propre système de récupération de token et d'utilisation de token, d'accord? Donc c'est l'URL qu'on va retrouver tout à droite ici en fait. Et on le voit ici, c'est authorize, on le voit, c'est /authorize. Et ça, c'est le client qui l'a implémenté. Donc là, je vais me loguer avec mon compte. Et là, vous voyez que mon client est sur un tenant qui s'appelle kpmgts.com. Moi, je vais me loguer avec un compte qui n'est pas du tout sur son tenant. D'où la particularité du multitenant sur cette application. Et on le voit ici, vous vous rappelez du mot-clé que je vous ai dit tout à l'heure, il s'est authentifié en common et non pas sur un tenant spécifique. Donc là, je suis authentifié. On le voit aussi encore common. Et là, je rentre dans l'application. Et donc, ça, c'est super intéressant dans les scénarios où vous allez pouvoir avoir des clients qui ont plusieurs, ou même des clients qui ont plusieurs agences ou qui ont plusieurs tenants Office 365 parce qu'ils ne veulent pas avoir un tenant global. Donc, ils ont préféré avoir chacun leur pays. Par exemple, ils ont synchronisé leur ADFR, ils ont synchronisé leur AD US. Ils n'ont pas voulu faire un AD global. Dans ce cas-là, vous pouvez leur trouver une solution pour pouvoir authentifier globalement tout le monde au sein de la même application. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de l'application. Là, je suis en tant que collaborateur, donc je suis en tant qu'expert comptable. J'ai l'ensemble de mes dossiers. Donc chaque dossier est égal à un client. Et chaque client a sa propre collection de sites, SharePoint. Donc on peut y accéder en cliquant directement ici. Donc ça ouvre directement mon SharePoint et ça m'authentifie. Et c'est là l'avantage aussi de Hadal, tout à l'heure on en a parlé, c'est que le token est mis en cache sur le serveur, donc sur le client, pardon, et je n'ai plus besoin de me réauthentifier. J'ai pu me loguer directement à mon SharePoint. Donc là, j'ai accès donc, à certaines informations, à une structure prédéfinie, et vous voyez, il y a des documents, etc. Après, je peux y accéder au travers, et c'est là l'intégration dans l'application métier en elle-même. Parce que pour le moment, je vous ai montré le SharePoint Online, comme on le connaît, il n'y a rien de spécifique. Toute l'application est développée en Node.js, c'est que du JavaScript. Donc vous allez voir, c'est assez. Moi j'ai trouvé ça assez bluffant en fait, parce que j'aurais pas cru qu'on aurait pu faire des applications un peu métiers, avec des interfaces riches, où on peut faire des choses assez complexes. Et ils ont quand même produit ça, et on voit qu'il n'y a pas de flash ou quoi aux caisses ou de choses comme ça. Pareil, il n'y a aucune ligne de HTML, ils ont utilisé un framework qui permet de recracher de l'HTML en JavaScript. Donc tout a été codé en JavaScript en fait. Donc elle met du temps à se loguer parce qu'elle fait un contrôle de cohérence, elle va calculer des choses derrière, etc.
Donc là, on arrive sur le tableau de bord d'un client, il y a ses factures, il y a l'ensemble des éléments. L'intégration de SharePoint, je vais vous la montrer. Elle est déjà, par exemple, on a développé un contrôle qui permet en fait ici, quand on veut récupérer un logo pour mettre un logo ou pour mettre un élément, on a juste à cliquer sur ce petit bouton-là, ça ouvre un formulaire, et là on voit que complètement on a intégré les listes SharePoint, donc DP, DA, DP et GS, dans l'application elle-même. Et là on retrouve l'arborescence, on peut sélectionner un document, on peut naviguer entre les listes, c'est hyper rapide, parce qu'il y a un système de cache qui est fait. Office 365, quand on l'appelle une première fois, il y a un système de cache qui se met en œuvre, et l'application elle-même met aussi les données en cache. Ça veut dire que si on passe d'une liste à une autre, vous voyez que c'est vraiment hyper réactif, et on peut accéder à l'ensemble de l'arborescence. Donc ça permet, si on veut récupérer par exemple un document, je peux aussi télécharger un document depuis mon poste. Donc, imaginons, je prends, hop, je crée un nouveau document Excel ici, hop, je l'appelle test Excel. Il est automatiquement téléchargé sur le SharePoint en utilisant les API. Donc on peut faire tout ce qui est possible de faire on-premise, mais avec online, au travers d'une application. Donc ça, et imaginez ce scénario-là, là on l'a fait, on va dire que c'est assez basique pour modifier un logo, mais imaginez comment on l'a implémenté par la suite. Le client a pensé à une chose très intéressante, c'est que dans une comptabilité, vous avez des factures. Il faut pouvoir rentrer ces factures-là, etc., et les attacher à une écriture comptable. Et donc si on va dans la saisie, c'est là où c'est... on va au niveau de la saisie, par exemple, je vais dans le compte courant, je prends les caisses. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de lignes comptables. Ici, on a rajouté un contrôle qui permet de rajouter en fait les documents, et on va pouvoir affecter, avec le même contrôle que vous avez vu tout à l'heure, rattacher un document à une ligne comptable. Donc ça, c'est un des scénarios qui a été fait aussi là-dessus. On a mis en place aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez la société Aspose, c'est une société qui permet de faire de la conversion de documents. Sur SharePoint on-premise, il y avait un service qui s'appelle le Word Automation, qui permet en fait, vous lui envoyez un document Word, il peut compiler un certain nombre de documents Word ou Excel et vous fournir en sortie un PDF, d'accord? Aujourd'hui, sur SharePoint Online, c'est pas possible. Donc pour contourner ça, on est passé par Aspose qui permet de faire ça, et on l'a couplé aux API SharePoint, donc on est capable de convertir des documents. Par exemple, le client a plusieurs documents, une balance, son bilan, son compte de résultat. On va combiner ces documents-là, on va créer un PDF et le déposer directement pour le client sur son SharePoint. On a aussi fait des intégrations ici avec des liens pour pouvoir ouvrir ces éléments là-dessus. Il y a tout un mécanisme aussi de supervision où, par exemple, ça va lire un certain nombre d'informations en base de données, compiler, faire un document et l'écrire dans le SharePoint. On a aussi rajouté, on a redéveloppé avec les API l'incoming email qui existait, c'est une fonctionnalité sous SharePoint on-premise qui permet en fait d'envoyer des emails via Exchange ou via n'importe quel système de mail, d'envoyer des emails à SharePoint dans une liste spécifique. En online, ça n'existe plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéveloppé ce modèle-là avec des web services hébergés sur Azure qui vont aller récupérer en fait en JavaScript, qui vont récupérer les emails et les déposer au bon endroit sur SharePoint Online. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'application, par rapport à l'intégration. Pour vous donner des questions. Pour vous donner un peu ce projet-là, on a travaillé dessus à peu près. Combien de temps de développement à peu près, l'équipe côté développement sur l'application, eux, ont travaillé, je pense, une année pour refondre cette version 3, d'accord? On a travaillé, on va dire, juin, juillet, août, avec Microsoft, et pour pouvoir régler tous les problèmes de scénarios, tous les scénarios d'authentification, parce qu'on est en multi-tenant, sur une application, il y avait des contraintes. Pareil, il y avait une contrainte de volume, il fallait migrer 90 000 collections de sites vers Office 365. Donc ce matin, on a pu avoir un retour d'expérience intéressant sur la migration Exchange. On voit que SharePoint, c'est à peu près la même chose. Il faut prévenir les équipes groupes. On a travaillé aussi avec l'équipe groupe de Microsoft pour pouvoir créer ces collections de sites-là, parce que je pense qu'on a un peu fait mal au tenant. Et pour faire cette migration, c'est là où c'est intéressant, et je vais vous montrer comment
on y a procédé? On a développé un tool, en fait, qui n'est pas très esthétique, mais qui a rendu service, donc, et qui nous a permis, en fait, de pouvoir industrialiser la création et la création des tenants, la création des collections de sites, l'application de l'external sharing, parce qu'il y avait des scénarios où quand vous êtes en multi-tenant, vous ne pouvez pas ajouter quelqu'un dans SharePoint, vous ne pouvez ajouter par défaut que les personnes utilisatrices de votre tenant, sauf si vous faites un partage en externe. Et dans ce cas-là, il va falloir en fait massivement générer cet external sharing. Et vous voyez l'application ici, en fait, on a fait un certain nombre de développements qui permettent en fait de créer massivement des collections de sites. Le format d'entrée, c'est un JSON où vous mettez un certain nombre d'informations, l'URL du site, son nom, et après derrière, il y a tout un mécanisme qui va appliquer un template spécifique. Donc tout a été développé en objet client SharePoint en fait. On a fait aussi de la création de sites multi-tenants, c'est qu'on est capable, vous lui envoyez un JSON, vous lui dites le tenant que vous voulez, vous spécifiez le tenant. Donc je vais vous montrer un exemple, hein, c'est assez simple. Par exemple, hop, montrer. Voilà, pour la création de site, vous donnez les tokens en fait, vous spécifiez les tokens d'authentification. Donc ça, on arrive à les générer via ADAL. Vous donnez l'URL de la collection de sites, son titre, donc le titre qu'on va lui appliquer, le title, le tenant, et vous mettez le login pour pouvoir avoir un owner pour la collection de sites. Et automatiquement, le programme qui est derrière va pouvoir créer et faire les choses. On a aussi fait la migration. Donc on a redéveloppé la migration. Pourquoi? Parce que c'était assez spécifique. On n'a pas utilisé un outil du marché, parce que c'était assez spécifique. Et donc on est capable de faire de la migration IaaS vers SharePoint Online. Et on a aussi prévu de faire de la migration SharePoint Online vers SharePoint Online. Typiquement, un client qui n'aurait pas pris, qui a pris une offre basique sur l'application, qui juste a besoin d'avoir un espace de partage, on le met sur un tenant mutualisé, ce qui permet de réduire les coûts. Et si l'utilisateur veut une offre un peu plus collaborative, etc., ben on est capable de le migrer vers, lui créer un tenant et de migrer ses informations vers un nouveau tenant. Donc voilà, je ne sais pas si on va pas. Alors, retourner au slide. On peut donner moi, il y a les liens utiles, on peut faire une conclusion. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre comment intégrer une appli de métier, ce qui est souvent un peu laissé de côté, avec Office 365 qui est un environnement un peu générique. C'est des bonnes pistes en fait. Et surtout, on est dans une période critique pour les entreprises. Microsoft sort énormément de produits. Il y a un produit qui est phare aujourd'hui et qui pousse les entreprises à modifier la façon dont elles développent leurs applications. C'est Windows 10. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients, donc chez Dell en l'occurrence, parce qu'on est quand même, on fabrique aussi des PC, on est constructeur. Et par ce biais-là, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et nous disent Windows 10 arrive, comment on va pouvoir, comment les applications vont-elles continuer à travailler, comment elles vont continuer à fonctionner, comment on va faire en sorte pour qu'elles puissent fonctionner dans le futur, surtout avec la mise à jour des builds qui se fait 2 fois par an, maintenant que c'est annoncé. Et donc du coup, il y a un pendant où elles redéveloppent leur application, et je pense que c'est un levier intéressant pour pouvoir, dans le redéveloppement de ces applications, d'intégrer ces services-là et de voir comment aujourd'hui, ce qu'ils appellent la digital transformation, comment on peut intégrer ça dedans. Voilà. Très bien. Merci à tous pour votre attention. Et surtout, merci à nos sponsors, Nelite, Camouai, K2, et merci à l'équipe AOS pour l'accueil. Merci beaucoup.